Bonjour à tous, j'espère que vous pouvez tous m'entendre. Je suis absolument ravie d'être parmi vous virtuellement. Il est 11 heures, c'est l'heure prévue pour ce webinaire. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Alors ce webinaire, il a été conçu comme une sorte de suite de réflexion par rapport à l'unité de compétences, posture et compétences du manager à distance. Alors, cette unité de compétences, elle fait partie d'un certificat délivré en partenariat par ESCP Business School et par Skill First et piloté par Fabien de Gezer, un collègue formidable dont vous avez peut-être suivi le webinaire qui avait lieu il y a une dizaine de jours. Écoutez, je vais profiter de ça. Alors, je ne connais pas tout le monde, bien sûr, qui est en train de nous rejoindre au fur et à mesure, mais je voudrais déjà remercier Jean-François qui nous suit, directeur général de Skill First, Nina et Luc qui sont avec moi pour monter ce webinaire et ça a été toute une aventure. Et puis également Bertrand Moinjon qui est le directeur de l'Executive Education de SCP pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant la responsabilité de cette unité de compétences. Unité de compétences que vous avez été nombreux à suivre. Donc, j'ai les chiffres d'hier. 7 459 inscrits pendant le confinement et 1116 d'entre vous qui ont obtenu le certificat. Alors, honnêtement, chapeau, bravo d'être allé jusqu'au bout, d'avoir obtenu, de l'avoir suivi. Ce sont des chiffres assez extraordinaires par rapport à une formation en ligne. On était très, très heureux de voir que cette formation vous a apporté des choses, vous a permis de réfléchir différemment. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages. Et ben, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, notamment une vidéo d'un pilote qui est parti sur la réflexion que tout ça avait entraîné dans ses manières de manager. Alors, je vais maintenant partager mon écran, ce qui est toujours techniquement intéressant. Je vous expliquerai dans quel contexte je suis en train de faire ce webinaire. Je voudrais d'abord me présenter rapidement. Donc, on va avoir un petit temps de latence, le temps de faire le partage de l'écran. Voilà, donc progressivement, normalement, vous devriez voir penser le travail à distance différemment. C'est l'objectif de notre session de ce matin. L'idée, c'est qu'on vient de vivre des moments assez extraordinaires dans le sens sortant de l'ordinaire et on voulait faire ce webinaire une occasion un peu de réfléchir collectivement. Alors idéalement, on aurait pu être tous ensemble pour faire ça. On est tous ensemble virtuellement, ce qui pose un certain nombre de différences, mais vous avez la possibilité de communiquer via le chat, de poser vos questions au fur et à mesure et on essaiera de répondre à tout ça à la fin de la présentation. Moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Emmanuelle Léon. Je suis professeure de management des ressources humaines à ESCP Business School. Donc, c'est une école internationale implantée physiquement sur 6 campus européens et qui, depuis le début du confinement, délivre l'intégralité de ses cours à distance sur tous ces campus. Par ailleurs, je dirige depuis décembre une chaire intitulée Reinventing Work en partenariat avec BNP Paribas, dont l'objectif est de s'interroger sur les transformations du travail. Alors, je vous laisse imaginer qu'en ce moment, on ne s'ennuie pas. Et puis, comme tout professeur qui se respecte, j'interviens régulièrement dans des conférences professionnelles, des conférences académiques, en français, en anglais. J'écris des articles, notamment dans The Conversation. Donc, tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est moi. Mais depuis quelques temps, je suis obligée de vous dire que les choses ont un peu changé. Donc aujourd'hui, je suis à Amboise. Je suis, pour être plus précise, dans une allée ombragée. J'ai de la chance où il y a de la 4G parce qu'il n'y en a pas suffisamment depuis mon domicile. Et en parallèle de mon travail, eh bien, comme tout le monde, je fais aussi toute la logistique. Je suis également maîtresse de grande section. Je suis professeure de sciences physiques, sciences nat, maths et français au collège. Bref, je vis la même chose que beaucoup d'entre vous vivent ou ont vécu au cours des derniers mois. Et certains, alors je lis beaucoup d'articles sur le sujet, donc certains considèrent qu'on a gagné 5 ans de transformation numérique en l'espace de 2 mois. On va pouvoir en rediscuter. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que notre rapport au temps et à l'espace s'est radicalement transformé. Du coup, le webinaire, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on va prendre un peu de recul sur cette expérience collective et sur la mise en place accélérée d'un travail à distance à temps plein. Et vous remarquerez que je n'utilise pas le terme télétravail et c'est volontaire, même si de temps en temps, dans ma présentation, peut-être que je le ferai quand même. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvés travailleurs à distance à temps plein. Et c'est pas ça le télétravail. Le télétravail, c'est quand même quelque chose qui normalement se construit, s'organise, se pilote, s'expérimente. On peut dire que là, on s'est plutôt retrouvé en poursuite d'activités à distance de manière relativement vive et rapide. Voilà.
Donc là, l'idée, c'est de se dire que nous apprend la crise sur notre rapport au travail, mais aussi sur notre vision de la distance. Et est-ce qu'on peut utiliser les derniers mois comme une opportunité d'apprentissage sur le management à distance? Parce que l'unité de compétences que certains d'entre vous ont suivie, elle a été conçue au cours de l'année passée, on l'a finalisée à l'automne, elle a été commercialisée au début de l'hiver. Elle n'avait pas pris le Covid en compte, en considération. Donc là, l'idée, c'est d'actualiser un petit peu les choses. Moi, je pense qu'on a vraiment vécu quelque chose d'assez extraordinaire et une vraie opportunité d'apprentissage. Et mon objectif, c'est de réussir à vous en convaincre au cours des prochaines minutes. Il y a finalement 3 manières de manager à distance. Alors ça, c'est issu d'un article qui n'est pas encore paru, mais à l'ESCP Business School, on a décidé de faire une sorte de collectif d'articles pour des professionnels. Donc, je ne manquerai pas de vous tenir informé si vous me rejoignez sur LinkedIn ou Twitter. Donc, il y aura une série d'articles de collègues de tous les campus visant à essayer de comprendre un peu mieux en quoi ce que nous avons vécu transforme la manière de manager, la manière de construire sa stratégie, la manière de faire du business, etc. Moi, quand je regarde ce que j'ai compris du management à distance au cours des dernières semaines, finalement, je vois 3 manières de manager à distance qui sont ressorties. La première, c'est manager avec des œillères. La deuxième, c'est manager dans l'angoisse. Et la troisième, c'est manager autrement. Et ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ces 3 manières de manager ensemble. Alors, la première option, c'est manager avec des œillères. Alors, je suis désolée, je n'ai pas trouvé de manager avec des œillères, donc j'ai pris un cheval. Et c'est la métaphore que j'ai trouvée la plus adaptée pour les managers qui vont tout faire, mais tout faire pour ne rien changer. Donc, ne rien changer, c'est l'objectif absolu. Donc ça, c'est les managers, vous savez, ceux qui étaient déjà bien stressants en présentiel et qui vont le rester à distance. Et je pense que l'exemple de la réunion à distance est un bon exemple parce qu'on a un certain nombre de managers qui n'ont absolument rien changé entre le présentiel et la distance. Le problème, c'est que la réunion à distance, elle ne supporte pas un niveau de professionnalisme faible. Là, vous voyez, par exemple, on avait dit 11 heures, on a démarré à 11 heures. Mais imaginons que vous ayez dû attendre 5 minutes pour que je démarre le webinaire, vous auriez trouvé ça tout à fait insupportable. Alors que dans une réunion classique, attendre 5 à 10 minutes, en tous les cas en France, pour que la réunion commence, on discute avec les collègues, on a un petit moment informel, personne ne se formalise par rapport à ça. Ben, à distance, un retard de 5 minutes devient insupportable. Autre différence, par exemple, la réunion en présentiel, souvent vous avez un titre et puis vous savez à peu près qui va en faire partie. À distance, vous avez besoin de véritablement cadrer les choses, vous avez besoin d'un ordre du jour. Chacun sait quand et pourquoi il doit être mobilisé, sur quoi il doit intervenir. On ne peut pas improviser dans une réunion à distance. Et puis, n'oublions pas qu'une réunion à présentiel nous donne beaucoup d'informations autres. Le non-verbal, est-ce que les gens suivent ce qu'on est en train de dire? Là, vous voyez, typiquement, je suis devant mon iPad au milieu de la forêt, je n'ai aucune idée, je n'ai pas de perception de comment vous suivez ce que je suis en train de vous raconter. Alors, si j'étais en visio, c'est encore autre chose puisqu'on a le stress, en revanche, d'être vu en permanence. Donc, en visio, on se dit: «Est-ce qu'on me voit? Qu'est-ce qu'on voit exactement? Est-ce que je suis en train de bâiller?» et cetera. En audio, là, le manager va se demander qui écoute, qui fait autre chose en ayant mis le micro sur mute et cetera. Donc, toutes ces difficultés sont exacerbées par la distance. Et les approximations du management de proximité deviennent beaucoup plus visibles. Donc, à mon sens, ne rien changer, au final, ça peut être assez dangereux, notamment en matière de qualité de la relation managériale. Pourquoi? Parce que si je ne change rien, ça veut dire aussi que je ne prends pas en compte la situation personnelle de mes collaborateurs. Au cours des derniers mois, ne pas prendre en compte la situation personnelle de ses collaborateurs, c'était quand même un peu délicat. Pourtant, je vois encore des réunions qui historiquement étaient planifiées sur l'heure du déjeuner parce que c'était plus simple, et bien qui sont restées planifiées sur l'heure du déjeuner, alors qu'on savait très bien qu'au cours des derniers mois, ça pouvait être beaucoup plus compliqué à gérer. Alors celui qui veut rien changer, finalement, on se retrouve dans un accroissement permanent du multitâche. Le problème du multitâche, il n'est pas nouveau, c'est juste qu'il s'est amplifié. Il est devenu à nouveau plus visible. Pour vous donner une idée, on estime que dans un espace de travail classique, un manager, en tous les cas en France, d'après une étude qui a été réalisée par la chaire de psychologie du CNAM, un manager est interrompu toutes les 3 à 5 minutes.
D'accord? Donc 3 à 5 minutes, c'est à peu près le temps avant de recevoir un mail, un coup de fil, quelqu'un qui passe pour vous demander quelque chose, et cetera. Or, le problème du multitâche, c'est qu'à chaque fois qu'on interrompt une tâche et qu'on la redémarre, elle nous prend entre 20 et 30 de temps en plus. Donc, voyez, vous ajoutez le nombre d'interruptions au fait que tout ça va vous prendre plus de temps. Il ne faut pas s'étonner si les managers sont un petit peu fatigués à la fin de leur journée. Mais que dire dans ce cas-là du multitâche qui devient à la fois personnel et professionnel? Ah, vous remarquez que la slide d'avant, on avait une jeune femme très souriante. Là, elle a l'air aussi tout à fait ravie. On commence aussi à avoir des images qui se baladent où les gens sont un petit peu plus fatigués, mais je me suis dit qu'on garderait quelque chose d'optimiste. Bon. Donc, du coup, vous allez vous retrouver à la fois à gérer les interruptions professionnelles et puis les interruptions personnelles. Et on a là un autre problème qui est le fait qu'on n'est pas toujours la même personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, vous êtes différent au bureau et à la maison. On n'est pas toujours le même. Dans certains cas, je sais pas, on peut être très autoritaire, dans d'autres beaucoup plus laxiste. On peut être tout à fait charmant ou tout à fait désagréable dans l'une ou dans l'autre des positions. Et on commence à avoir des recherches qui montrent que le temps de trajet, alors le temps de trajet, on reviendra dessus, mais il ne s'agit pas d'y passer 2 heures, mais qu'un temps de trajet raisonnable de moins d'une demi-heure agit comme un sas de décompression entre les deux environnements et permet de passer, si je puis dire, d'un personnage à l'autre personnage. Quand vous télétravaillez depuis votre domicile, il n'y a pas de temps de trajet. Vous ouvrez la porte, si tant est que vous en ayez une, et vous vous retrouvez immédiatement dans votre sphère privée ou dans votre sphère professionnelle. Bon, j'y ai parlé de sas parce qu'aujourd'hui, les transports, c'est plus un lieu de stress qu'un lieu de décompression. Mais on est dans une situation un petit peu particulière. Alors, pour mon manager qui veut absolument rien changer, bah, la proximité, finalement, c'est le paradis perdu, quoi. C'est-à-dire que finalement, quand vous écoutez ce manager, c'était formidable au bureau. Et le plus important, c'est d'y retourner le plus vite possible. Heu, alors c'est amusant parce qu'en fait, quand vous les écoutiez il y a 2 mois, c'était pas si génial que ça, le bureau, mais une fois qu'on l'a perdu, brusquement, on se rend compte qu'il s'y passait plein de choses, qu'on appréciait. Moi, ce qui me semble important, c'est pas forcément de vouloir, retourner au bureau ou de vouloir rester en télétravail, c'est de se poser la question de comment on peut travailler mieux et au bureau et à distance. Et quand vous regardez une enquête récente qui est sortie aux États-Unis, quand vous demandez aux personnes, aux télétravailleurs actuels, s'ils préfèrent rester au bureau ou s'ils préfèrent s'ils préfèrent rester à leur domicile ou s'ils préfèrent retourner au bureau, on a environ 60% des télétravailleurs actuels qui souhaitent demeurer télétravailleurs autant que possible et 40% qui préfèrent retourner au bureau. Et alors, j'ai vu des chiffres en France d'une étude de l'INSEE, je l'ai trouvé hier, qui montre que 41% des télétravailleurs en France voudraient prolonger ponctuellement et 32% régulièrement. Mais il n'y a pas tant d'attente que ça sur un télétravail à 100 parce que finalement, on s'est bien rendu compte au cours des dernières semaines qu'on perdait beaucoup de choses en étant en télétravail à 100. On perd le non-verbal, on perd l'informel, on perd les conversations dans le couloir, on perd en cohésion d'équipe. C'est beaucoup plus difficile d'intégrer des nouveaux collaborateurs dans beaucoup de contextes. On perd une partie de son réseau professionnel, et cetera, et cetera. Et puis, il y a une autre question qui se pose, hein, c'est que le bureau demain, est-ce qu'il va permettre de conserver tous ces éléments? Parce qu'aujourd'hui, personne n'est vraiment en mesure de trancher sur ce sujet. Vous voyez, par exemple, les Canadiens sont en train de mettre en place une distance de 2 mètres minimum. Les Français, c'est 1 mètre. Alors, c'est à croire qu'on ne fait pas face au même virus, puisque dans certains cas, il faut 2 mètres d'écart et dans un cas, 1 mètre suffit. Les Japonais sont bloqués en matière de télétravail par l'utilisation des hankos, je ne sais pas si je prononce ça correctement, mais donc des tampons physiques qui permettent de valider ou pas les contrats. Et donc, la signature électronique au Japon, c'est pas pour demain. Et ça pose d'énormes problèmes pour développer le télétravail. Donc ça, c'est notre manager qui s'accroche, qui attend que la crise soit finie et qui se dit demain, on oublie tout et on recommence exactement comme avant. Mais vous avez une deuxième option. Alors la deuxième option, c'est manager dans l'angoisse. Donc ça, c'est le manager qui vit la séparation de son équipe de manière extrêmement brutale, comme un abandon. Parce que très honnêtement, une équipe peut-elle survivre sans son manager? La réponse est souvent positive, au moins pour un temps. Heureusement d'ailleurs, parce que dans les grandes organisations, quand on voit la régularité des changements de manager, il vaut mieux être prêt. Mais est-ce qu'un manager peut exister, lui, sans son équipe? La question, elle est là et elle est là depuis un certain temps.
Parce que vous voyez, il y a déjà quelques années, on avait une étude de la Fondation Concorde qui estimait que près de 25 de la population active française pouvait télétravailler à temps partiel. Donc 25 pouvaient télétravailler à temps partiel, ce qui veut dire qu'ils avaient une activité qui justifiait de pouvoir, télétravailler, juste sur quelques jours. En France, on n'avait que 3 à 6 de télétravailleurs réguliers, d'après les derniers chiffres de l'INSEE. Alors bien sûr, il n'y a pas que la réticence des managers, mais quand même. Et donc pour ce manager, le télétravail, excusez-moi, mais c'est un peu facile, mais c'est vraiment du travail devant la télé. Donc en gros, c'est, mes collaborateurs échappent au temps et au lieu de travail et quelque part, ils échappent à la discipline salariale, celle qui s'est vraiment axée dans le monde industriel, qui était rythmée par le travail à la chaîne, où on venait dans un lieu et on y passait un certain temps. Aujourd'hui, quand vous regardez en 2017, donc on était autour de ces chiffres-là, 3 des salariés du privé qui pratiquaient régulièrement le télétravail. Depuis le confinement, on est à 25,3 donc ça prouve bien que c'était possible. L'autre chose, c'est qu'on entend souvent, des aberrations du type: «Distance égale confiance». C'est-à-dire que parce qu'on est à distance, on va faire confiance. Alors ça, c'était peut-être vrai au XVIIe siècle, quand, par exemple, si vous voyez la compagnie de la baie d'Hudson, alors pour ceux qui sont allés au Québec, maintenant ça s'appelle la Baie, c'est un grand enfin, c'est l'équivalent de Galeries Lafayette ou du Printemps. Donc en 1670, la compagnie se crée, son siège est à Londres et que fait cette compagnie? Elle fait du commerce de fourrures et les fourrures, elles sont au Canada. Donc là, c'est évident que, le siège envoyait une fois par an une lettre qui partait par bateau et qui prenait des semaines pour arriver. Et dans cette lettre, on disait: «Beh, voilà un peu nos objectifs, voilà ce qu'on aimerait atteindre, voilà notre vision». Mais on n'est pas sur place et donc comme on n'est pas sur place, on vous laisse libre cours pour décider de comment atteindre ces objectifs. Oui, ça c'est vrai au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on est tout à fait en capacité de vous contrôler à distance. Alors en France, on est protégé par la CNIL et autres, mais vous voyez, par exemple, aux États-Unis, depuis 2 mois, on a eu un boom des logiciels de surveillance du télétravail. Donc là, typiquement, vous avez des logiciels qui prennent des photos de vous toutes les 10 minutes et des photos de votre écran. Et comme ça, on vérifie que vous êtes bien au travail. C'est du terrorisme assisté par ordinateur. C'est tout à fait possible avec les technologies. Du coup, évidemment, bah là, on est face à la pathologie, ce que j'appelle la pathologie du reporting, parce que le management à distance engendre un certain nombre de risques et ça, c'est vraiment le numéro un. On verra les 2 autres après, à savoir en matière de communication et puis le fait d'avoir peur d'être oublié. Donc la pathologie du reporting, c'est quoi? Bah, c'est un manager qui a besoin en permanence d'être rassuré. Et alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, un manager, on n'en a pas toujours qu'un. Des fois, on a un manager hiérarchique, puis on a un manager fonctionnel, et puis on a aussi un chef de projet, puis on peut en avoir plusieurs de chaque. Et je me souviens d'un manager dans une grande entreprise qui m'avait donné, alors là, j'ai jamais eu mieux. Il m'a dit, ben, pendant 1 an, moi, j'ai eu 21 managers. Donc, en gros, j'ai juste attendu que ça passe. Mais imaginez qu'il ait dû faire du reporting pour 21 personnes. Il y a un moment, on ne travaille plus. On passe sa vie à faire du reporting. Eh bien, très honnêtement, moi, j'ai rencontré des collaborateurs qui me disent, je passe 2 jours de ma semaine à reporter ce que je fais les 3 autres jours. Je me demande si c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Mais quelque part, le manager stressé est un manager qui, dès qu'il est à distance, va démultiplier les outils de reporting. Un manager angoissé, c'est un manager qui, du coup, va s'intéresser d'abord et avant tout aux résultats. Est-ce qu'on va atteindre nos objectifs? Alors, bien sûr, quand on est à distance, et on reviendra dessus, il faut manager par objectif, parce que c'est plus intelligent que de manager par le temps de présence. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde que le résultat. Hein. Si je ne communique, parce que ça donne quoi en général si je ne fais que ça? Ben, je ne communique qu'en cas de problème. Et si tout va bien, ben, j'appelle personne. D'accord? Or, les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, ont besoin d'échanger sur leur travail. Et vous savez, le besoin d'échanger sur son travail et le besoin d'avoir un feedback, qu'il soit positif ou négatif, mais finalement, c'est un besoin relativement universel. Il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques années par un gros cabinet de conseil qui montrait que l'appréciation du travail, la reconnaissance du travail fait, qu'elle soit à nouveau positive ou négative, c'était le facteur numéro 1 de satisfaction au travail. C'est-à-dire le sentiment que le travail qu'on a fait est visible. C'est très important. Vous imaginez bien qu'à distance,
Si je suis uniquement sur le résultat final, je ne sais pas comment vous l'avez atteint, à la limite, vous ne savez pas pourquoi vous l'avez fait, ça donne pas forcément des résultats optimaux sur le moyen long terme. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça veut dire que finalement, ben, pourquoi est-ce que j'en ferais plus? Pourquoi est-ce que je proposerais de le faire mieux? Et très souvent, le collaborateur a davantage le sentiment d'être audité que d'être managé. Et là, on a un souci dans le manager angoissé. Et là, le troisième risque, ben là, il est plutôt du côté du collaborateur. C'est ce côté un peu loin des yeux, loin du cœur. Quoi. Est-ce qu'on va m'oublier? Alors ça, on dit, oui, c'est les Français, hein, c'est le présentéisme à la française. Donc, on est toujours apte et prompte à se flageller là-dessus. En fait, on a une étude aux États-Unis qui a été faite par Cable et Elsbach, qui ont démontré que la présence physique au bureau était vue comme un signe de fiabilité et que quand on était présent physiquement au bureau au-delà des heures du travail, pardon, c'était vu comme un signe d'engagement. Et on est aux États-Unis, hein, on est dans le pays soi-disant le plus contractuel. Donc vous voyez bien que c'est pas que chez nous. Euh, on est moins visible à distance, on peut se sentir plus isolé, on peut se sentir aussi plus fragile. Et vous avez des personnes qui peuvent faire le choix d'arrêter le télétravail pour ces raisons-là. Donc ça, c'est les trois risques. Petit 1, la pathologie du reporting. Petit 2, une communication qui ne s'intéresse plus qu'aux résultats et pas à la manière de les atteindre et le comment et l'échange. Et troisièmement, attention au fait que vos collaborateurs peuvent avoir le sentiment que vous les oubliez. Alors, la troisième option, c'est manager autrement. Donc, manager autrement, c'est se dire, mais finalement, si on changeait complètement nos logiciels et si on pensait la distance et la proximité, finalement, comme des éléments à prendre en compte dans le management, ni plus ni moins, c'est-à-dire de se dire, le monde a changé, distance et proximité vont faire partie intégrante de ma manière de manager. Ça ne va pas être l'un ou l'autre, ça va être l'un et l'autre, et ça va être l'un avec l'autre. Alors ça, c'est une slide que ceux d'entre vous qui ont suivi l'unité de compétences ont déjà vue, donc vous m'en excuserez, mais elle me paraît importante pour montrer les changements, l'amplitude des changements qui ont eu lieu entre le passage d'un monde industriel, d'une logique industrielle à une logique post-industrielle. Dans le monde industriel, le lieu de référence, c'est l'usine. Le salarié de référence, c'est l'ouvrier. Et ce qui me coûte cher, c'est de produire. Ça, c'est la logique du monde industriel. Mais dans un monde post-industriel, un monde où on est beaucoup plus dans l'utilisation de symboles, pour reprendre le terme de Robert Reich, donc on est plutôt des manipulateurs de symboles que des manipulateurs d'objets, eh bien finalement, le lieu névralgique, ça va être le centre de recherche et développement. Le salarié de référence, et c'est le cas en France depuis un certain temps, c'est le manager ou le cadre, comme vous voulez l'appeler. Et ce qui me coûte cher, c'est pas tellement de produire, c'est plutôt tout ce qui est le design et le marketing. Là, par exemple, je vous ai pris une photo du technocentre de Renault. Le technocentre de Renault accueillait jusqu'à 12 000 personnes qui travaillent exclusivement sur le design et la conceptualisation des prochains véhicules. En passant de ce monde industriel à un monde post-industriel, on s'est retrouvé, bien évidemment, à gérer des nouveaux espaces-temps de travail. Alors, on a le télétravail à temps partiel, les bureaux satellites qui sont en train de reprendre, au vu des circonstances, reprendre de l'ampleur. Donc là, l'idée, c'est de vous ouvrir des bureaux qui seraient plus proches de votre domicile, mais qui appartiennent à votre entreprise. Donc, on voit ça dans pas mal d'entités, notamment dans la banque aussi, pour éviter évidemment les transports. Tout ce qui est coworking ou corpo-working, où là, effectivement, on a de gros acteurs, on a une pléthore d'acteurs, on a des très gros acteurs comme WeWork ou autres qui finalement proposent quasiment aux entreprises d'abandonner leurs bureaux pour leur en fournir. On pourra revenir dessus. On a tout ce qui est travail nomade. Donc là, ça va des commerciaux aux consultants, mais également à la personne qui vient réparer votre ascenseur, aux conducteurs de train et autres. Et puis, on a l'équipe virtuelle. Alors là, l'équipe virtuelle, c'est des personnes réparties par le monde qui cumulent très souvent la distance géographique, la distance culturelle, la distance linguistique, la distance horaire aussi, hein, puisque voilà, ils se retrouvent avec des personnes qui ont plus ou moins 6 heures ou 10 heures avec eux. Et vous voyez bien que les challenges en matière de management sont relativement faibles quand on parle du télétravail à temps partiel et beaucoup plus élevés quand on est amené à gérer une équipe virtuelle.
Et c'est assez intéressant parce que tout le monde est d'accord avec ça et pour autant, pendant très longtemps, on avait une véritable réticence sur le télétravail à temps partiel. Et moi, j'explique cette réticence parce que, je pense qu'on était resté sur, ce registre, industriel, du fait que le travail, c'est d'abord du temps que je passe dans un lieu. Et je vous signale d'ailleurs que juridiquement, beaucoup de nos contrats de travail, c'est encore du temps passé dans un lieu, indépendamment quelque part de ce qu'on y fait. Comme si le simple fait d'être là pouvait suffire. On est bien d'accord que ça ne suffit pas. Alors, autre chose, c'est que vous voyez bien, que là, on n'a pas le télétravail à temps complet. On n'a pas le télétravail à temps complet parce que, jusqu'à aujourd'hui, il a été, très peu pratiqué et évidemment, là, on serait sur un challenge beaucoup plus élevé en matière de management que le télétravail à temps partiel. Pourtant, que voit-on dans la presse? Eh bien, on voit que certaines entreprises envisagent le télétravail à temps plein. Vous avez Twitter notamment qui autorise le télétravail à vie pour certains de ses employés. Donc là, j'ai des étudiants qui m'ont alerté sur cette nouvelle et puis bah, je leur dis oui, mais il n'y a pas que Twitter qui envisage de nouveaux modèles. On a PSA qui fait du télétravail la règle, pas l'exception. En tous les cas dans les bureaux, pour les fonctions qui le permettent. Et là, évidemment, pas à l'usine, mais on a quand même des changements de modèle. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on est en train d'inverser complètement la donne? Est-ce que finalement, le domicile ou les tiers-lieux vont remplacer les bureaux? À mon sens, c'est un petit peu tôt pour le dire. Et comme je vous le disais, il n'y a pas trop de demandes tant que ça pour un télétravail à temps plein parce qu'on perd à nouveau l'informel, le lien social, la cohésion d'équipe, le non-verbal. Il y a des éléments de culture d'entreprise qui ne se transmettront pas par visioconférence. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Il y a un autre aspect qui explique aussi pourquoi vous êtes beaucoup plus fatigué à la fin d'une journée de télétravail. C'est que non seulement, les réunions, comme j'expliquais, demandent une concentration beaucoup plus importante, puisqu'on est en visio ou en audio, donc là, on ne peut pas se permettre, on ne peut pas se raccrocher à du non-verbal, c'est compliqué d'interrompre pour poser une question, et cetera. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'il n'y a plus les pauses, hein, voilà, on est devant son ordinateur toute la journée. Alors certains ont essayé d'introduire la pause café virtuelle, c'est pas nouveau, hein, la pause café virtuelle. Pourquoi pas? En tous les cas, quand on est sur le même créneau horaire. Moi, j'avais un peu plus de mal avec des équipes virtuelles, où pour une personne, il était 8 heures du soir et pour une autre, il était 8 heures du matin. Il me semble que la pause café virtuelle, là, on était sur, des registres un petit peu plus, comment dire? Illusoires, voilà. Et puis, sur le télétravail à temps plein, il y a autre chose, hein, c'est qu'il ne faut pas oublier, les leçons de rester qui est relativement récent. Je crois que c'était en 2013, on a la directrice de Yahoo à l'époque, qui, arrête le télétravail chez Yahoo. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on parle des États-Unis et aux États-Unis, très clairement, le télétravail, on avait beaucoup de télétravail à temps plein pour des raisons de distance géographique, vous voyez, ou au moins 4 jours semaine. Donc, on était quand même sur un télétravail relativement intense. Alors, Marissa Mayer, quand elle prend cette décision, elle la prend sous le registre, les premiers articles, c'est on a besoin d'être ensemble pour innover, on est en train de perdre notre culture d'entreprise, ça ne fonctionne plus comme avant. Donc là, tout le monde s'émeut un peu qu'une entreprise comme Yahoo, dans la technologie, envisage d'interrompre le télétravail. Donc, des journalistes commencent à vraiment la titiller, l'interpeller sur tout ça, jusqu'à ce qu'elle dise, mais finalement, vous savez quoi? On a regardé les ordinateurs, les gens ne se connectent pas, ils ne se connectent pas assez tôt, ils ne travaillent pas assez. Et donc, quelque part, on avait à la fois des questions autour de la productivité, qui étaient sous-jacentes et qui ne sont pas sorties dans un premier temps, mais également des questions autour de l'innovation et de la culture d'entreprise. Il ne faut pas oublier pour l'histoire que Marissa Mayer arrive d'une entreprise bien connue qui s'appelle Google et qui jusqu'à récemment n'était pas non plus particulièrement pour le télétravail, partant du principe que l'innovation, elle se crée dans les interstices, elle se crée dans les rencontres inattendues. C'est très compliqué. Alors, j'ai vu des entreprises qui disent ça pose plus de problème aujourd'hui, je les en félicite. Mais quand même, hein, se connecter en visioconférence et se dire, allez, là, on va innover, hein, on va avoir l'idée qui va disrupter tout le marché, c'est quand même pas si simple. D'accord? Donc, il se passe des choses dans l'espace physique qui ne se déroulent pas en virtuel pour le moment. Alors, on va voir comment les choses évoluent, mais on perd quand même un certain nombre de sens, on perd des choses qu'on n'arrive pas encore à recréer. On verra si les technologies de demain vont nous le permettre. Alors, Yahoo a été mis au pilori quand ils ont pris cette décision.
Mais ils ont été suivis par une compagnie d'assurance comme Aetna, par Bank of America, par Best Buy, par IBM, toute la partie marketing. Ça aussi, ça avait fait un peu le buzz. C'était il y a 1 ou 2 ans. Pourquoi ça fait le buzz sur IBM et Yahoo? C'est parce que c'est quand même des entreprises qui font leur business sur le fait de nous vendre des outils de mobilité. Donc évidemment, quand eux arrêtent de proposer la mobilité à leurs propres salariés, ça interpelle plus que quand c'est des entreprises, je dirais, un peu plus classiques. Voilà. Donc attention à tout ça, parce que tout ça, on n'a pas encore complètement compris comment le faire dans une logique virtuelle. Alors, on a des solutions en cours de test. Moi, vous voyez, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler avec une de mes collègues, Maral Muradbekova-Touron, et on travaille sur un iPad à roulettes, entre autres. Donc, l'iPad à roulettes, c'est l'idée selon laquelle donc, vous êtes en télétravail, mais vous êtes filmé en télétravail et vous avez la possibilité donc d'apparaître sur cet écran d'iPad. Vous avez un petit joystick qui vous permet de vous déplacer au bureau. Alors évidemment, il y a quelques mois, tout le monde se disait bon, de temps en temps, pourquoi pas, c'est un gadget amusant. On va voir comment ce type d'outil est susceptible ou pas aujourd'hui de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc là, l'avantage, évidemment, c'est qu'il est mobile, donc il peut se déplacer et aller voir les gens. Le deuxième avantage, c'est qu'il il vous permet à nouveau de la communication synchrone. Synchrone, alors informel aussi. Bon, bien sûr, vous n'allez pas raconter forcément vos vacances à un iPad, hein, on s'entend. Mais c'est vrai que vous n'avez pas besoin de l'appeler, vous n'avez pas besoin d'envoyer un mail, un chat ou autre. La personne passe parmi vous. Et donc là, on a travaillé avec 2 entreprises qui l'avaient mis en place, donc des entreprises justement de technologie, où on a découvert qu'en fait, tout ce qui était code et autres demande un travail d'équipe en présentiel absolument considérable. Et ils l'ont mis en place à un moment pour des raisons personnelles. Un manager extraordinaire a dû quitter les locaux de l'entreprise et s'est retrouvé à Lyon 4 jours semaine. Et ils ont mis ça en place pour ne pas le perdre. Et donc, on est allé étudier d'un petit peu plus près jusqu'où ce type d'outil pouvait aller pour compenser la présence physique. Et puis, demain, on peut se poser aussi la question en matière de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va tous être avec des lunettes de réalité virtuelle et on aura l'impression d'être dans le même espace sans y être. On peut imaginer plein de choses et on verra bien si ces solutions nous permettent ou pas d'envisager la distance et la proximité différemment. Alors, en guise de conclusion, moi, ce que je voudrais regarder avec vous, alors j'ai limité à 7, mais quand j'ai fait ma liste, j'en avais plutôt une vingtaine, puis je me suis dit, on va prendre les principales. C'est de se dire finalement, si j'avais 7 règles clés en matière de management à distance, quelles seraient-elles? Ah oui, alors pourquoi 20 et je suis passée à 7? Parce que ce webinaire, ça a été un enfer. J'ai passé mon temps à faire des choix, des sacrifices, à supprimer des choses pour tenir dans les temps et surtout pour avoir un peu de temps aussi pour répondre à vos questions. La première chose, c'est penser objectif, pas temps de présence. Donc là, il faut véritablement différencier la notion de présence de la notion de performance. Et ça ne marche que si on est conscient de nos biais. C'est-à-dire que l'étude d'Elsbar et de Kebel, ce biais inconscient qu'on a d'imaginer que les gens qui sont là sont fiables et que les gens qui sont là au-delà des heures de travail sont engagés, beaucoup de cultures le partagent. Il faut en être conscient. Et une fois qu'on en est conscient, on peut peut-être plus facilement s'en séparer. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Penser objectif, ça ne veut pas dire par contre rentrer dans une communication totalement déshumanisée. Hein. Moi, j'ai travaillé quand je faisais ma thèse sur le management à distance, pour ne rien vous cacher, j'avais rencontré même des directeurs généraux qui me disaient qu'ils souffraient beaucoup de la distance avec leur président, avec lequel ils avaient peu d'occasions d'échanger. Donc, ce besoin d'échange et de discussion, il est, comme je vous le disais, à tous les niveaux. Donc, empathie et bienveillance, ça me paraît 2 caractéristiques clés. Les managers qui en ont fait preuve au cours des derniers mois ont, à mon sens, une avance stratégique quand il s'agira de revenir au bureau par rapport aux autres. Vous avez des managers, le manager qui a décidé que tout était pareil ou le manager qui, au contraire, vous a encore plus contrôlé qu'auparavant. Ce sont des types de management dont, à mon avis, les managers auront les conséquences à vivre quand la situation deviendra un petit peu plus apaisée. Donc l'empathie, ça veut dire être en capacité de se mettre à la place de l'autre. Évidemment, il y a une équipe à gérer, évidemment, il y a des résultats à atteindre, mais ça n'empêche pas d'essayer de le faire de la manière la plus humaine possible. Et peut-être que ce temps à distance nous a réinterpellés sur ce qui était le plus important en tant que manager. Le troisième point,
c'est réfléchir aux modalités de communication et d'échange adaptées. Je ne vais pas reprendre l'analogie avec le clou et le marteau, mais en gros, je dirais, tout problème n'a pas toujours besoin d'une réunion. Il y a un chercheur qui avait pris une très jolie analogie, qui avait dit, mais finalement, c'est comme au théâtre. Au théâtre, il y a quelqu'un qui écrit la pièce, et quand il écrit la pièce, il n'a pas forcément besoin d'avoir tous les acteurs dans la salle. Et puis, à un moment, bah, effectivement, il faut avoir les acteurs, il faut répéter, etc. Et là, on a besoin d'un collectif. Donc, je me dis, finalement, il y a peut-être un moment où non seulement il faut choisir les bons modes de communication, mais il faut se dire, est-ce que oui ou non, on a besoin en permanence d'échanger. Et pensons au nombre de réunions, que ce soit en présentiel ou en virtuel, où on se demande finalement pourquoi on est là et à quoi on sert. D'accord? Donc ça, il me semble que si on pouvait avoir un petit peu plus d'intelligence collective sur le sujet, ce serait déjà une très très bonne chose. Et puis après, bah là, l'unité de compétences, j'aborde aussi le fait que tous les médias de communication n'ont pas forcément la même valeur. C'est-à-dire que, par exemple, pendant longtemps, on disait le face-à-face, c'est ce qui est le plus riche. Et c'est vrai que c'est très riche, parce qu'à nouveau, le non-verbal, etc. Mais si je manage dans un environnement interculturel, eh ben, j'ai peut-être intérêt à avoir aussi de l'écrit, où les gens vont pouvoir relire ce que j'ai dit pour être sûr d'avoir bien compris et revenir vers moi. Vous voyez? Donc il y a des choses de cet ordre-là qu'il faut également prendre en considération. Quatrième point, définir des normes de comportement. Heu, alors ça, il me semble que c'est le cas qu'on soit en présentiel ou à distance. Je pense à ces belles enfin, voilà, que vous rentriez dans des salles de réunion dans certaines entreprises et il y avait, ce qu'il faut faire, dans une réunion. On commence à l'heure, on termine à l'heure, on a un ordre du jour, on a un compte rendu, et cetera, et cetera. Donc on a ce type de normes de comportement, mais il y a aussi, des normes de comportement à mettre en place au sein de l'équipe. Par exemple, est-ce que, à quel moment j'envoie un mail, à quel moment je téléphone, quel est le délai d'attente. Vous voyez, il faut à la fois que je sois disponible ou réactif parce que pour les managers à distance, ça va être beaucoup plus important aujourd'hui d'être disponible et réactif que d'avoir du charisme. Parce que le charisme à distance, oui, mais c'est pas absolument évident quand même. Il va falloir le travailler un peu. On a une vidéo là-dessus dans l'unité de compétences, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Par contre, être disponible et être réactif, c'est-à-dire je ne résous pas tout de suite votre problème, mais j'ai bien vu qu'il y en avait un et voilà à quel moment je vais m'en occuper, et ben ça a un côté rassurant parce que sinon on est seul, on attend des réponses et on se demande même si le courrier électronique est bien parti. Donc ça me paraît des normes de comportement de comment est-ce qu'on fonctionne, ça me paraît indispensable. Là, je vous donne quelques exemples, mais il peut y en avoir encore énormément. Et dans l'utilisation des courriers électroniques, ce serait pas mal de prendre cette opportunité pour redéfinir ce que c'est qu'un bon courrier électronique, comment on l'envoie, etc. Hein, parce que c'est comme la réunion, ça, on a vraiment des gros soucis à se faire. Cinquième point, on évite l'improvisation. Hein, malheureusement, le management à distance, c'est un management organisé. Donc, ceux qui sont plutôt dans le théâtre d'improvisation, eh ben non, il va falloir apprendre votre pièce. C'est-à-dire qu'en gros, vous donnez le script, vous organisez les choses, vous pouvez pas juste débouler dans la vie de vos collaborateurs parce que vous avez une idée, parce que vous avez quelque chose à leur dire. Typiquement, il va falloir apprendre à, je sais pas, lister le nombre de points que vous voulez voir avec eux et puis faire un point où vous abordez toutes les choses en même temps. C'est pas pareil que de passer une tête dans un bureau ou d'être sur l'open space et d'aller voir quelqu'un. On est sur un autre registre, on ne peut pas improviser. Une nouvelle compétence aussi qui me semble importante, parce que quand on parle de management à distance, on dit très souvent: «Il va falloir pouvoir déléguer» et pour déléguer vis-à-vis de quelqu'un, il faut 2 choses. Il faut à la fois que la personne soit autonome, qu'elle soit capable de réaliser ses tâches seule et puis il faut aussi qu'elle soit un minimum engagée, dans son travail, hein. Donc ça, c'est des grilles de leadership, qui remontent, une bonne cinquantaine d'années, hein. On peut les appeler différemment, tous les jours et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'imagination par rapport à ça, mais enfin, c'est quand même les 2 axes, être engagé et être compétent. Ben, en télétravail, j'aurais envie de dire, il y a une troisième compétence, qui est la capacité que nous avons à séparer notre vie privée de notre vie professionnelle. Alors, on est d'accord, là, sur les 2 derniers mois, ça a été un vrai casse-tête et ça a été quasiment impossible. Mais sur un télétravail normal, vous avez des personnes pour qui il est extrêmement clair qu'ils travaillent à tel moment, ils arrêtent à tel autre moment, et cetera. Et d'autres qui, quelque part, vont se faire totalement déborder par le personnel sur le professionnel et qui vont, à la limite, très, très mal le vivre. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que vous croisez des gens, quelle que soit leur activité, leur niveau hiérarchique, leur statut, ça n'a rien à voir, qui vont vous dire: «Moi, j'adore travailler de chez moi parce que je m'organise très bien, je segmente les choses, du coup, j'évite les temps de transport», enfin tous ces éléments extrêmement positifs.
Et puis d'autres qui disent « je ne m'en sors pas, ça ne me convient pas, c'est pas mon style ». Voilà. Et ben cette compétence-là, c'est quelque chose à vraiment creuser parce que finalement, on découvre qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas, je dirais, dans la situation où on fait du télétravail. Ça n'empêche pas de la développer et je crois qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup plus de télétravail qu'auparavant et un télétravail plus organisé que ce qu'on a vécu au cours des 2 derniers mois. Il est important de se poser cette question. Et puis, un dernier point, ça va être d'articuler vraiment l'espace physique et l'espace digital. Comme je le disais précédemment, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on a maintenant ces 2 espaces. On les a d'ailleurs des fois au bureau, hein, parce que quand on est sur son ordinateur, on est sur un espace digital et en même temps, on est physiquement au bureau. Donc, on va avoir cette espèce d'articulation à repenser sur comment est-ce que je gère les espaces physiques, comment est-ce que je gère les espaces digitaux. Et on a encore des progrès à faire et sur l'un et sur l'autre. Donc ça, c'est un petit peu, alors à nouveau, hein, un certain nombre de règles clés en matière de management à distance que je voulais partager avec vous. Donc là, ce que j'ai fait, alors je suis navrée hein, parce que Word a décidé de mettre des erreurs d'orthographe là où il n'y en avait pas et je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir envoyé la présentation. Donc là, c'est un petit peu le contenu détaillé de la formation qui vous est proposée sur tout ce qui est posture et compétences du manager à distance, avec des éléments qui, à mon avis, sont tout à fait opérationnels aujourd'hui par rapport à ceux et celles d'entre vous qui sont retrouvés effectivement dans cette situation, mais qui effectivement n'incluaient pas le Covid, même si au démarrage, on explique que dans les avantages du travail à distance, bien évidemment au niveau de la société, il y a le fait de pouvoir faire face à des circonstances exceptionnelles, du type grève, du type pandémie, du type, je sais pas, tremblement de terre. Alors, je dirais qu'en France, on a plutôt été sur les grèves et la pandémie, mais bon, on va espérer qu'on n'aura pas le tremblement de terre. Mais c'est vous dire que les circonstances exceptionnelles au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont un peu moins exceptionnelles qu'auparavant. Voilà. Donc, si vous avez aussi des questions par rapport à cette unité de compétences, je sais que Jean-François et Nina sont connectés avec nous, donc de Skill First, ils peuvent également vous répondre sur tous les aspects pratico-pratiques d'organisation sur cette formation. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence. Alors, je mets un petit smiley parce que, à nouveau, c'est très, très bizarre. La dernière fois que j'avais autant de personnes avec qui parler, ben, on était dans une salle ensemble et il se passait d'autres choses, mais c'était une expérience assez intéressante pour moi. C'était mon premier webinaire en forêt, en tous les cas. Et puis maintenant, ben, je vais laisser la place à vos questions puisqu'on a 10 à 15 minutes pour essayer d'y répondre. Merci à tous. Alors, j'accède directement à vos questions. Alors, est-ce que le webinaire pourrait être vu en différé? Oui. Ah, bah, ça, il y a déjà une réponse, excusez-moi. Alors, par contre, il faut que vous me descendiez un peu les questions. Est-ce qu'un manager angoissé est forcément un manager qui est dans le contrôle et la surveillance de son équipe? Euh, Bah, il peut être aussi dans le déni de réalité et dans un tel niveau d'angoisse. On a des managers aujourd'hui qui ne vont pas bien, hein, parce que globalement, c'est quand même des situations très angoissantes. Et je voulais revenir sur un point. Merci beaucoup pour cette question parce que récemment, j'avais un journaliste qui posait la question de est-ce que le manager doit devenir le coach, voire le psychologue de son équipe. Alors, quand on parle de manager coach, on est sur cette logique de plus d'empathie et plus de bienveillance. Ça me paraît très important. Pour autant, le manager n'est pas un coach et le manager n'est pas un psychologue. Donc, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui avaient mis en place des cellules d'accompagnement psychologique parce que, à côté du fait de concilier vie professionnelle, vie privée, ben, on a autour de nous des gens qui ont été touchés par la maladie, dont les proches ont été touchés par la maladie, qui ont été extrêmement inquiets. Vous avez des gens qui ont vécu ça de manière plus détendue, mais d'autres pour lesquels vraiment cet épisode a été traumatisant. Donc le manager, il est là pour atteindre des objectifs, il est là pour le faire avec empathie et bienveillance, il n'est pas là pour accompagner psychologiquement les gens. Donc là, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur les collaborateurs, mais les managers aussi ont vécu des moments d'angoisse sur leur appréhension à titre personnel de la gestion de leur vie privée, de leur vie professionnelle, de la maladie, etc. Donc est-ce que c'est forcément un manager dans le contrôle et la surveillance de son équipe? On peut être angoissé sans aller jusque-là. Moi, j'ai vu beaucoup de managers que ça stimulait de ce point de vue-là. Donc, c'est un peu embêtant.
Où peut-on retrouver cette étude de l'INSEE? Sur le site de l'INSEE, mais sinon, je pourrais la poster éventuellement. Enfin, Skill First m'expliquera, puis je vous mettrai le lien. Quid de la solution à Wattpad au milieu de l'iPad? Vous parlez de, je ne sais pas si c'est en lien avec ma présentation, mais honnêtement, là, vous êtes, c'est Anywhere. Ah non, c'est pas un anagramme. Je suis désolée, là, je ne sais pas de quelle solution vous me parlez. Je ne sais pas si c'est une solution technique ou un anagramme du type Anytime, Anyplace, Any Device, etc. Donc, Céline, si vous voulez préciser votre question, n'hésitez pas, envoyez-la moi par LinkedIn ou autre. J'y répondrai avec plaisir. Clément, je travaille à plus de 90% de télétravail, je suis très organisée et productif. Bravo Clément. Et j'ai 6 centres dont je dois m'occuper, mais prendre du temps pour y aller, voir les collègues, parler de tout et de rien, alors que tout peut être réglé à distance, est pour moi une perte de temps véritable dans mon travail, mais nécessaire car mon reproche mon isolement. Quel doit être l'appareil hebdomadaire à donner une présence physique avec les centres que je coordonne pour ne pas me couper des collègues? Alors là, ça dépend beaucoup de la distance géographique que vous avez par rapport à ces centres. C'est-à-dire que s'ils sont répartis de par le monde, vous n'allez pas y aller toutes les semaines, hein. Donc je dirais que si vous êtes à moins de 100 kilomètres, j'aurais tendance à dire au moins un ou deux par semaine. S'ils sont beaucoup plus loin, bah, c'est tous les 3 mois. Après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'y aller physiquement pour avoir des échanges, et puis il y a tout ce que vous pouvez créer à distance de l'ordre de l'informel quand même, qui est aussi à regarder d'un petit peu plus près. Aujourd'hui, on a quand même utilisé tous ces outils à la fois pour le formel et pour l'informel. Ce qui est clair, c'est que si vous n'y allez pas, quelque part, c'est vécu comme un abandon. Donc, il faut peut-être aussi voir avec vos équipes quel est le bon niveau de régularité de présence physique, sachant que tout n'est pas possible, et puis imaginer d'autres modes de communication et d'échange. Ce serait ma suggestion, mais à nouveau, je ne sais pas où sont les 6 centres, donc si ça se répartit entre la Malaisie et le Brésil, ma réponse change complètement. Frédéric, alors, le télétravail à temps plein exige beaucoup de discipline, prévoir des créneaux, consulter les emails, planifier les pauses, exactement. Je travaillais 5 à 12 heures par jour. J'adaptais mes journées, je dépassais mes objectifs, ça évite de perdre du temps. Voilà, l'information est plus difficile à obtenir et les contacts avec les collègues, ouais, tout à fait. Donc, alors, plusieurs points. Enfin, c'est plus une remarque en fait qu'une véritable question. Oui, le télétravail à temps plein exige beaucoup plus de discipline. Alors, ce qui est intéressant, quelque part, c'est que quand on regarde l'évolution de beaucoup d'espaces de travail en France, on était aussi en train de dire qu'il allait falloir réfléchir à avoir un espace de travail adapté à sa situation. Vous vous souvenez? Donc, on est un peu sur le même registre, c'est-à-dire se dire, bah, de telle heure à telle heure, finalement, je suis isolée parce que j'ai besoin d'avoir des conversations téléphoniques confidentielles. Et puis, à tel moment, je vais m'occuper de mes courriers électroniques urgents ou non urgents, mais dans ce cas-là, je me mets éventuellement en open space, etc., etc. Donc, quelque part, on a aussi des espaces de travail qui poussaient à la segmentation. Donc, il faut se poser la question de pas trop segmenter. Moi, je trouve qu'un des exemples qui me marque beaucoup aujourd'hui chez les managers, c'est vos agendas, quoi. C'est les agendas des managers. Alors, il y a des réunions, et puis vous avez quelqu'un qui vous push une réunion sur une autre réunion, puis une troisième réunion au même créneau. Puis c'est à vous de décider à quelle réunion vous allez physiquement aller, parce que vous ne pouvez pas être partout non plus, ni virtuellement, ni physiquement. Oui, attention, là, on est en train de se retrouver dans du taylorisme assisté par ordinateur. Il ne faut pas aller trop loin. Vous avez parlé d'aller chercher cette compétence du manager à distance. À votre avis, quel serait le moyen idéal pour la développer? Question de Ahmed. Alors là, excusez-moi la page de pub, hein, non, pardon. Bah, écoutez, soit vous avez suivi l'unité de compétences, sinon, bah, évidemment, il y a l'expérience sur le terrain. Après, vous avez des groupes LinkedIn aussi de gens qui échangent et discutent sur différentes pratiques managériales. Et en ce moment, il y a plein de choses sur beaucoup de ressources qui ont été mises à disposition par Harvard, par le MIT. Et puis nous, bah, prochainement, on va aussi, comme je le disais au début de ce webinaire, sortir toute une série d'articles sur le management à distance, le management post-Covid, etc. Alors, je continue. Est-ce qu'on peut descendre un tout petit peu? Oui, c'est pas moi qui ai la main sur les questions. Je comprends tout à fait ce sujet du SaaS. Mes trajets en voiture me manquent. Oui, parce que effectivement, bah, en voiture, c'était aussi le moment. Alors, on n'est pas censé téléphoner en voiture, on est tous d'accord, mais c'était quand même aussi le moment où on réglait un certain nombre de choses par téléphone et on passait d'un état d'esprit à l'autre. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les trajets en transport en commun ne manquent à personne. Le trajet en voiture où on est seul, où on a un petit temps de décompression, c'est pas désagréable tant que c'est pas 2 heures dans les bouchons du périphérique. Alors, Frédéric, je pratique le télétravail depuis 13 ans. Et la solution que j'ai trouvée pour ça, c'est une petite marche autour de mon bâtiment et ou une sortie en vélo. Tout à fait. Frédéric, vous mettez le doigt sur un point important, c'est qu'il va falloir se créer d'autres routines et se trouver d'autres moments d'aération.
Là, on a des personnes qui ne se sont pas autorisées, qui sont restées vissées littéralement à leur chaise du matin jusqu'au soir. Et pour peu que le manager ait collé une réunion, une à 8h30 pour faire le petit point du matin et une à 18h pour s'assurer le soir que tout le monde est encore connecté, et ben on peut littéralement rester 10 heures assis sur sa chaise sans bouger. C'est pas très très bon. Vous savez que les Américains disent sitting is the new smoking, c'est-à-dire le fait d'être assis, c'est comme le fait avant de fumer, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que physiquement, c'est pas bon pour nous. Donc oui, continuez de marcher, de faire du vélo, de faire autre chose. La confiance n'exclut pas le contrôle, tout à fait. Bien évidemment, vous avez raison. J'ai confiance dans quelqu'un, ça ne veut pas dire. Alors, c'est parce que le mot contrôle, si vous voulez mon avis, Anne, c'est que le mot contrôle a une connotation très péjorative. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'en fait, je peux très bien vous faire confiance. Ça n'empêche pas qu'on fasse des points réguliers sur vos objectifs, qu'on regarde où vous en êtes, parce que je peux peut-être vous aider en tant que manager, parce que vous avez peut-être une idée en tant que collaborateur et vice-versa. Donc oui, des points de contrôle pour éviter aussi d'aller dans le mur, parce que vous avez des gens qui ne sont pas en capacité ou ne veulent pas dire à leur manager qu'ils ont des difficultés. Et si le manager n'est pas là, et ben, quelque part, on peut se retrouver dans des situations très difficiles à distance. Parce qu'à distance, on n'a pas tous les signaux autres, les gens qu'on croise qui vous disent mais j'ai l'impression qu'un tel a une difficulté. Enfin, tout ça, on l'a perdu. Donc oui, vous avez raison. Alors, le contrôle renforce la confiance. Alors ça, je ne sais pas. Ça dépend quelle forme de contrôle, ça dépend comment vous le pratiquez. À nouveau, si c'est juste un audit des résultats et en fait, vous ne téléphonez à la personne que quand elle ne les atteint pas. Moi, je me souviens d'un directeur industriel d'un site, pardon, oui, d'un directeur d'un site industriel qui, en gros, avait eu un coup de téléphone extrêmement énervé de son directeur général parce que la livraison n'avait pas eu lieu. Et il me disait, moi, pendant le week-end, j'étais sur place, j'ai réglé des problèmes avec les syndicats, j'ai évité une grève, mais comme je ne suis pas du genre à m'en vanter, ben finalement, j'ai rien dit et on m'a reproché un retard de livraison alors que j'avais juste évité que l'usine s'arrête. Mais vous voyez, quand quelqu'un vit une situation comme celle-là, peut-être qu'il va être un petit peu moins engagé dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Le contrôle peut en faire renforcer la confiance, démarche qualité, rassure sur les processus mis en place en entreprise. Oui, tout à fait. Et sans aller trop loin, mais c'est vrai que on a quand même besoin, et plus que jamais aujourd'hui, de ces contrôles qualité. Un exemple de projet avec 80 personnes, totalement fait à distance sur plusieurs années, ils n'ont pas attendu le Covid. Oui, vous avez plein, quand je vous parlais d'équipes virtuelles, évidemment, vous avez déjà plein d'équipes qui travaillent de manière virtuelle depuis des années. Ce qui a été compliqué pour tout le monde, c'est de se retrouver en équipe virtuelle du jour au lendemain, alors qu'on avait l'habitude du collectif de travail. Pour ceux qui travaillaient déjà de cette manière-là, ça n'a strictement rien changé. Oui, Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive, vous avez tout à fait raison. Un des meilleurs ouvrages sur le management, sur qu'est-ce qui transforme, enfin, toutes les idées reçues qu'on a en matière de motivation. Daniel Pink, vous avez aussi des vidéos TED de lui qui sont extraordinaires. Je vous les recommande vivement. 3 dernières questions. Ah, donc là, c'est Skill First qui me dit attention. Oui, effectivement, il faut que je fasse attention. Faire une évaluation professionnelle à distance, avantages et inconvénients. Alors là, Brigitte, elle me demande carrément un nouveau webinaire. Euh, Alors, ce qu'il y a de positif, je dirais, c'est que à distance, eh bien, on est forcément concentré et préparé. Je ne vois pas très bien comment on peut être dans l'improvisation, alors que en présentiel, moi, j'ai encore croisé des personnes qui remplissent les objectifs à peu près au moment où elles les évaluent. Hein. Ça n'arrive moins, mais ça arrive quand même encore. Donc, il y a une préparation qui, à mon avis, est supérieure. L'inconvénient, c'est quand vous avez quelque chose d'un peu délicat à dire, d'un peu difficile, à distance, ça peut être beaucoup plus compliqué, sauf si vous avez créé déjà une relation de proximité très forte avec la personne. Alors, ça m'amène sur le management à distance. Alors là, le problème, c'est que je pourrais bon, ça pourrait durer encore 2 heures, donc je m'arrête là, mais c'est de bien distinguer tout ce qui est distance objective, géographique et autres, de la distance subjective, c'est-à-dire la relation, à quel point vous avez l'impression d'être à distance de la personne parce que vous ne partagez absolument rien au niveau personnel. Et ça peut avoir un impact quand en plus vous êtes en train de gérer à distance géographique quelqu'un. Donc c'est plus l'absence de non-verbal qui, à mon sens, est véritablement un inconvénient. Là, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une vidéo sur une entreprise qui a décidé de licencier parce que, en ce moment, alors, je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou au Canada, mais en gros, c'était un message vidéo qui annonçait que 3500 postes allaient être supprimés, et notamment le poste de la personne qui était devant la vidéo. On se retrouve dans les logiques de Up in the Air, hein, le film avec George Clooney. Donc voilà, il y a des limites à ce qu'on peut faire à distance, c'est très clair. Est-il pertinent de mettre en place des outils de suivi à distance? Par exemple, tous les lundis, demander les activités prévues de la semaine à venir et partager à l'ensemble de l'équipe. Alors,
Objectivement, je pense qu'en tous les cas, il faut savoir un peu ce sur quoi travaillent les personnes et s'assurer que, par exemple, elles ne sont pas en train de faire un reporting inutile parce qu'à la limite, il y a presque plus de clients, etc. Donc, il y a un minimum de suivi, mais ça, je pense qu'on le fait, qu'on soit à distance ou à proximité. Je crois que la différence, c'est qu'à distance, on peut pas être un manager qui s'appuie que sur son charisme à distance. On peut pas juste se balader et voir comment ça se passe. On est obligé d'être plus organisé. Alors, en fonction du travail de vos équipes, est-ce que ça fait sens d'en parler avec eux chaque semaine ou pas? Ça, c'est point d'interrogation. Honnêtement, je ne connais pas votre activité. Des fois, c'est une fois par mois, mais ça n'empêche pas, par ailleurs, des échanges plus réguliers. Idéalement, on dit que c'est bien d'être en contact avec chacun de ses collaborateurs au moins une fois par semaine. Et vous avez d'ailleurs des entreprises qui, du coup, ont réduit le nombre de collaborateurs. Parce qu'il y a une dimension dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est la dimension organisationnelle. Dans tout ça, il ne faut pas non plus changer de manager tous les 6 mois et il ne faut pas que l'équipe fasse 15 à 20 personnes parce que vous voyez bien que là, c'est totalement impossible. Y a-t-il un lien, et c'est la dernière question, entre les adaptations nécessaires au management à distance et le management intergénérationnel pour les cadres d'expérience avec les jeunes générations X ou Y? Alors là, Arnaud, pas sympa, vous lancez encore un autre débat sur le management et l'intergénérationnel. Alors, je vais terminer sur une étude qui vient de sortir qui dit qu'en fait, ceux qui sont les plus motivés pour retourner au bureau, eh ben, ce sont les jeunes. Donc, vous voyez, toutes ces histoires de cette génération qui, en fait, ne veut plus être attachée au bureau parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'être en télétravail, c'est d'être à distance, c'est d'être flexible. Ben non, parce que les jeunes qui arrivent au bureau, ils ont aussi envie de s'intégrer, de comprendre la culture de l'entreprise. Et donc, quelque part, attention, le management à distance, il n'est pas adapté sur quelqu'un qui viendrait de vous rejoindre. Enfin, c'est pas forcément adapté, en tous les cas, pour des juniors. Donc, je ne sais pas s'il y a des liens absolus entre les deux, mais en tous les cas, il y a des réflexions à avoir sur les besoins des uns et des autres. Et c'est pas que lié à l'âge. Et j'en profite pour faire un petit coup de pied dans tout ce qui est management intergénérationnel, parce que je me dis finalement, si vous êtes parent à 25 ans, bah, vous avez peut-être plus de liens avec quelqu'un qui est parent à 40 ans et qui vit la même chose que vous, c'est-à-dire pas de sommeil, c'est-à-dire les problèmes de garde, c'est-à-dire tout ça, qu'avec quelqu'un de 40 ans dont les enfants, eux, ont déjà 20 ans, par exemple. Donc la notion de génération, elle est un peu particulière. Nous, par exemple, on est une génération. On est la génération qui aura vécu ensemble le Covid. Alors, c'est pas génial hein, comme point générationnel, mais on aura vécu un événement absolument particulier. Et ça crée aussi un effet de génération. Voilà. Je crois que Skill First est en train de me dire on s'interrompt parce qu'on est pile poil dans les temps. Il me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes pour votre présence, pour votre participation. Là, je vois plein de choses qui s'affichent au fur et à mesure que j'aurai le plaisir de relire après. Et à nouveau, bah, écoutez, si vous voulez poursuivre les échanges, vous me rejoignez sur LinkedIn, vous inscrivez à votre formation, vous regardez les webinaires à venir de mes collègues. Je crois qu'il y en a un la semaine prochaine de Philippe Gabillet. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Au revoir.